Merci. Donc oui, moi, je m'appelle Arthur David, je suis actuellement en doctorat à Hydrosciences à Montpellier. Et j'ai fait aussi ma thèse à Hydrosciences à Montpellier, dans un laboratoire localisé à la faculté de pharmacie. Et donc je l'ai soutenu en 2009 et je vais vous présenter quelques résultats que j'ai obtenus pendant cette thèse. Et donc s'il y a plusieurs noms sur cette présentation, c'est que c'est des travaux qui ont pu être réalisés grâce à des collaborations, notamment grâce à l'IFREMER de Sète, tout ce qui est l'échantillonnage, et aussi grâce à l'INERIC de Verneuil-en-Alsace, dans l'unité de Selim Aïtassa, pour tout ce qui est analyse avec des bioessais. Et donc il y a aussi Morgane Bachelot, car c'est elle qui a étudié en fait le devenir des produits de soins en zone littorale au cours de sa thèse qui a été soutenue en 2010. Donc je commencerai par vous présenter le contexte, à savoir qu'on a une pollution de la zone littorale méditerranéenne. Dans un deuxième temps, je vous présenterai quels sont les outils que l'on peut utiliser pour faire un suivi de cette pollution par les micropolluants dans l'environnement. Je parlerai ensuite des techniques, notamment une technique d'approche que j'ai utilisée pendant ma thèse, basée sur la biologie et la chimie, dont on a un peu parlé ce matin avec l'exposé de Patrick Balaguer, de manière à avoir des techniques assez sensibles pour détecter et quantifier les micropolluants organiques biologiquement actifs dans l'environnement. Et je finirai avec deux exemples un peu plus concrets, à savoir la contamination du lait et de ses lagunes par les perturbateurs endocriniens, donc c'est des travaux de ma thèse, et la contamination du littoral méditerranéen par les produits de soins, qui sont des résultats qui ont été obtenus par la thèse, avec la thèse de Morgane Bachelot. Donc le contexte, effectivement, on sait qu'il y a depuis de nombreuses années maintenant une dégradation de l'état de la mer Méditerranée et de sa zone côtière à cause d'importantes pressions socio-économiques. Et parmi toutes ces pressions, il y a notamment une urbanisation côtière intensive. L'urbanisation de la côte est aujourd'hui proche de 65%, elle devra encore augmenter dans les années à venir pour atteindre environ 72% d'ici 2025, ce sont des chiffres de l'UNEP. Chaque année, la côte méditerranéenne doit faire face à un afflux de touristes, environ 170 millions de touristes chaque année en Méditerranée. Et il y a aussi présent de ce qu'on appelle des points chauds de pollution que peuvent être par exemple les grandes villes, mais également les ports et les zones industrielles. Et donc toute cette activité, notamment l'urbanisation, va produire des déchets et va être une source de pollution importante pour les milieux aquatiques, pour les rivières, mais aussi pour la Méditerranée qui reçoit les eaux continentales et qui va recevoir aussi des rejets directs dans la Méditerranée. Donc parmi les sources de pollution dont je vais parler, c'est les rejets d'effluents de stations d'épuration, qui sont une source très importante de micropolluants organiques. Donc on retrouve de nombreuses classes de polluants organiques qui peuvent être aussi bien d'origine naturelle que synthétique. Et il s'avère que certains de ces polluants ont une activité biologique. Donc on a déjà parlé, par exemple, ce sont les perturbateurs endocriniens. Et parmi ces perturbateurs endocriniens, il y a les composés œstrogéniques. Donc ils peuvent avoir une origine naturelle, ce sont les stéroïdes œstrogéniques qui vont être issus du métabolisme humain, comme l'estradiol, l'estrone, et qui vont être rejetés dans les effluents de stations d'épuration. Il peut avoir aussi une origine synthétique, c'est par exemple des composés à usage industriel et même domestique, comme les alkylphénols qui sont utilisés dans les détergents. Donc dans les détergents, les alkylphénols sont utilisés sous forme alkylphénol polyéthoxylate. Ils vont être dégradés dans les stations d'épuration ou bien plus tard dans l'environnement sous forme alkylphénol, soit nonylphénol principalement, et aussi des octylphénols. Et ces molécules, celles qui sont persistantes, lipophiles, donc hydrosolubles, et qui ont une activité œstrogénique. Donc la liste des perturbateurs endocriniens avec des activités œstrogéniques est assez longue, mais on a récemment découvert qu'il y avait aussi d'autres produits comme les produits de soins, notamment les filtres UV qu'on utilise dans les crèmes solaires, qui sont des molécules également qui possèdent des propriétés œstrogéniques. Donc le problème de ce rejet de contaminants dans l'environnement, c'est que en fonctionnement normal, les stéroïdes œstrogéniques vont avoir un rôle de messager chimique et vont agir par des récepteurs aux œstrogènes pour induire des actions dans le développement et la reproduction des organismes. Mais si des organismes, par exemple des organismes aquatiques comme les poissons, sont exposés à une gamme différente de composés œstrogéno-mimétiques,
eh bien, ces composés vont pouvoir agir sur les récepteurs oestrogènes par différents modes d'action, soit par des actions agonistes ou antagonistes sur le récepteur, et cela va avoir comme conséquence un dysfonctionnement. En fait, on va avoir des organismes qui vont avoir des problèmes de développement et de reproduction. Donc l'exemple concret de perturbations endocrines observées dans les rivières en aval des rejets de stations d'épuration, ce sont les phénomènes d'intersexualité qui ont été observés pour des poissons mâles observés à ces effluents qui contenaient majoritairement des hormones et aussi des alkylphénols. Donc face à ce constat de pollution, de rejet continu de contaminants organiques lipophiles et avec une activité biologique dans les eaux usées et donc dans les rivières et la Méditerranée, on peut se poser la question de quel est le devenir de ces contaminants et quels sont les outils qui vont être disponibles pour détecter de façon assez sensible, parce qu'ils sont quand même présents à l'état de trace, même s'ils peuvent avoir une activité biologique à des très faibles concentrations. Le problème, c'est que justement, il va falloir réussir à les détecter à ces faibles concentrations. Ce qui nous amène donc aux outils qu'on peut utiliser pour les détecter dans l'environnement. Donc comme ce sont des contaminants organiques qui sont lipophiles, leur propriété physico-chimique fait qu'on va les trouver en très faible concentration dans la partie dissoute. Ils vont avoir tendance à s'absorber sur la phase particulière et aussi donc, à s'absorber dans les sédiments autour des rejets de stations d'épuration. Donc quand on veut étudier le devenir des contaminants organiques dans l'environnement, on est obligé de s'intéresser, si on s'intéresse à des contaminants comme les alkylphénols qui ont des logs de KOW compris entre 3 et 4 et bien d'autres contaminants qui sont lipophiles, on est obligé de s'intéresser aux compartiments sédimentaires. Et puis on en a parlé aussi au cours de la journée, ces contaminants peuvent s'accumuler dans les organismes, donc le fait qu'ils soient lipophiles font qu'ils peuvent s'accumuler dans les tissus adipeux des organismes. Et pour surveiller le littoral méditerranéen, il y a un organisme sentinelle qu'on utilise couramment. En fait, ce sont des organismes filtreurs, ce sont des moules. Donc en Méditerranée, on utilise principalement l'espèce Mytilus galloprovincialis, et il y a également l'espèce Mytilus edulis qui peut être utilisée et qui est plus communément utilisée en Atlantique. Donc, pourquoi utiliser cette espèce particulièrement? C'est une espèce qui présente là de nombreux avantages, notamment elle est tolérante face aux variations brutales d'environnement. Elle a une très large répartition géographique et elle est abondante dans les milieux côtiers. Donc en gros, on peut la retrouver partout, même s'il y a des sites qui sont pollués. On va continuer à retrouver cet organisme, qui est quand même assez pratique pour suivre la pollution même dans des sites fortement impactés. Un autre avantage, c'est que par activité de filtration, ils vont être représentatifs de la phase dissoute et particulière. Parce qu'on va avoir une accumulation de polluants organiques qui va se faire par diffusion à travers les branchies, mais également par l'ingestion de composés absorbés sur la phase particulière. Et donc, la contamination observée dans ces organismes va être représentative de ce qu'on trouve dans l'eau et aussi dans la phase particulière de la colonne d'eau. Et le dernier avantage, c'est que ces contaminants ces moules peuvent accumuler des contaminants à des fortes concentrations, car on observe des faibles taux de biotransformation des contaminants. Si par exemple des poissons sont exposés à certains contaminants comme les HAP, ils vont pouvoir détoxifier l'organisme et excréter une partie des contaminants, par notamment le biais du récepteur AHR dans le cas des HAP. Eh bien, chez les mollusques bivalves, on a observé très peu en fait ce genre de biotransformation, donc ce qui fait que ces organismes accumulent à des plus fortes concentrations les contaminants. Donc après, il y a deux stratégies quand on veut utiliser des mollusques bivalves comme ça pour la surveillance. Soit on fait du biomonitoring de la biosurveillance active, c'est-à-dire qu'on va utiliser une poche qu'on échelle et on va remplir avec un nombre représentatif d'individus, puis on va l'exposer pendant un certain temps dans un site dont on veut connaître la contamination. Et puis au bout d'un mois, par exemple, on retire cette poche qui contient les moules et puis on fait des analyses. Et puis autrement, on peut faire la deuxième stratégie, c'est de faire un biomonitoring passif. Là, on va aller récolter des individus sauvages qui sont là naturellement sur les plages ou des individus qui sont cultivés, comme par exemple dans les temps d'eau. Donc voilà, on peut utiliser aussi d'autres types d'outils pour surveiller la contamination des milieux aquatiques, comme les préleveurs passifs, comme par exemple des membranes qui se placent dans l'eau
Ce sont des membranes qui sont perforées avec des petits trous qui contiennent une phase lipidique au milieu. Donc si les contaminants sont présents, ils vont être piégés dans la phase lipidique et donc on pourra avoir une image de la contamination de la phase dissoute grâce à ces préleveurs. Donc une fois qu'on a récolté le sédiment ou qu'on a récolté des mollusques bivalves, il va falloir trouver des outils qui soient assez sensibles pour détecter et quantifier ces micropolluants. Donc déjà, il y a plusieurs phases à réaliser avant de pouvoir faire les analyses. Il y a donc le traitement des échantillons. Et il y a deux phases clés avant l'analyse à réaliser, c'est l'extraction et la purification.